C'est un délire, tu vois, je me dis j'ai envie de faire une peluche, je fais une peluche. Ah, j'ai envie de bosser avec Vans, je bosse avec Vans, mes dessins sont sur des Vans. Tu vois, en fait, j'adore ce truc de tout est possible. Hola a todos, je suis Marie Ouvrard et vous écoutez Zéro, le podcast dédié au processus créatif. Tous les 15 jours, retrouvez une personnalité inspirante, partager son quotidien, ses conseils, sa méthode et sa vision pour mieux construire la vôtre. Ils sont artistes, cinéastes, musiciens ou designers et ont un point commun, leur manière de penser et de créer est unique. Salut. Je suis ponctuelle de ouf. Ah ouais, j'avoue, je suis très ponctuelle. Je suis en avance du coup. Moi aussi. Non mais j'ai pas l'habitude du coup de voir des gens ponctuels. Aujourd'hui, je vous partage une conversation avec Tiffany Cooper, autrice de bande dessinée et illustratrice. Tiffany manie l'humour comme personne et elle a su imposer son trait espiègle dans le monde de l'illustration, de l'édition et de la mode. Ces dernières années, elle a d'ailleurs sorti plus d'une dizaine d'ouvrages, collaboré avec des marques comme Vans, Uniqlo ou Evian. Mais au-delà de l'humour et du trait qui la caractérise, Tiffany porte comme fil rouge des sujets féministes en traitant de la répartition des rôles dans le couple ou de la domination du patriarcat. Moi, ce qui me plaît plus que de dessiner, tu me verras jamais dessiner comme Johannes Farr sur un bord de table, c'est les messages que je veux faire passer. Et ce que j'aime, c'est provoquer des émotions chez les gens. Ou les indigner, ou les faire réfléchir, ou les faire rire, ou les émouvoir. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ce vendredi, on a parlé de sa vision de la créativité, de l'équilibre qu'elle trouve entre des projets plus rentables et des projets plus personnels. On a parlé de to-do list et surtout de tirer le fil de ses envies et d'oser faire les choses. Parce qu'elle est comme ça, Tiffany, elle se crée des opportunités et réalise ses projets. Elle a d'ailleurs lancé sa carrière en lançant un blog et en se faisant connaître grâce à une collaboration avec Karl Lagerfeld, qu'elle a convaincu en lui envoyant une lettre. Alors ce qui est drôle, c'est que j'étais quand même au chômage, je vivais chez mes parents, je me trouve un petit appart, je me lance dans l'illustration et 1 an et demi après, j'écris une lettre à Karl et il me dit OK pour travailler avec moi. Enfin, c'est de la science-fiction. Tu sais, en général, les gens bossent, they build up to it, tu vois, tu bosses 10 ans et tu finis par faire un truc marquant dans ta carrière. Moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai commencé par le gros truc et maintenant, j'ai une carrière plus calme, enfin, qui fonctionne, mais qui... Là, c'était un peu le highlight de ma carrière, de commencer direct. Et surtout, les gens qui me suivaient sur mon blog, qui étaient donc, comme je disais, 50 sur Facebook, qui finissaient par être 300, puis 10 000, puis 30 000. Il y a quand même ce truc de Tiffany, qui était il y a encore 1 an au chômage, quand j'ai dit je vais bosser avec Karl Lagerfeld, il y a un côté success story que les gens ont adoré. On aime tous les success stories. Ouais, bien sûr. Tu sais, ils disent que dans les films et dans les narratifs, dans les livres, les scénarios qui marchent le mieux, c'est la transformation d'un personnage. Il y a vraiment cette idée de j'étais au chômage, j'étais paumée, je savais pas où je voulais aller, et j'ai fini par être en vitrine chez Colette et bosser avec Karl Lagerfeld. Et moi qui étais la petite provinciale mal dans ses pompes, qui a subi du harcèlement scolaire quand j'étais gamine et tout, ça réparait 1 milliard de trucs. C'était vraiment... t'es validé par des personnes que moi j'admirais quand j'étais gamine. Et tout d'un coup, et puis ces gens-là, ils t'aiment bien pas parce que tu portes des fringues chères ou parce que tu fais un 34, tu vois, mais parce que tes dessins les font rire. Et... tout d'un coup, t'es valable, tu vois, t'as le droit d'être là, t'es légitime. Et ouais, je crois que vraiment, c'est ce qui m'a le plus épanouie dans ma vie, quoi. Ouais, je dirais. Tu crois que c'est un truc qui t'a donné la confiance aussi ? Enfin, tu vois, le fait de faire assez tôt ce type de collaboration, tu viens de le dire, hein, d'être légitime, ça peut prendre des années quand même ouais, c'est en vrai. tant qu'artiste avant de se sentir légitime et d'avoir une certaine confiance. C'est une vraie question, parce que d'ailleurs, c'est un de mes élèves qui me l'a posé mardi dernier. Il m'a dit, parce que je lui montrais le logo de Étienne Robial, le logo est à M6. Je lui disais, Étienne Robial. Il me disait, mais regardez ça. Il me dit, mais comment on se sent légitime en tant qu'artiste? Il dit, moi, je mettrais un 6 dans un M. Je me dirais, mais je peux pas. C'est trop facile, c'est trop simple. Ouais. Il me disait, comment on se sent légitime? Alors, j'étais là, waouh, la question épineuse, quoi. Je lui dis, je pense que tu vois, cette confiance, je l'avais a priori déjà suffisamment pour oser envoyer une lettre à Karl. Et pourtant, j'étais mal dans mes pompes sur plein d'autres aspects. Je pense que moi, ce qui m'a toujours guidée, c'est faire confiance à son intuition. En gros, c'est aussi bête que ça. Si j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais. C'est aussi bête que ça. Hein. Mais il y a plein de gens qui me disent « Mais t'as pas peur ?» Si, parfois j'ai peur. Bien sûr que parfois j'ai peur. Mais d'ailleurs, ça rend souvent les choses intéressantes. Et en fait, ce qui est génial... Alors, je veux dire, je me suis pris... on voit tous les oui que je me suis pris, mais on voit pas tous les non que je me suis pris aussi. Mais je m'arrête pas aux non. Et en fait, même aujourd'hui, régulièrement, j'ai des idées. Je sais plus... Tu vois, l'autre jour, j'écoutais le podcast « Raconte-moi une bêtise ». Je trouvais ça trop drôle. Ouais. J'étais là, j'aimerais bien raconter une bêtise moi aussi. Et je leur ai écrit.
bonjour, je suis Tiffany Cooper, j'aimerais écrire. Ils m'ont dit, ok, on va venir vous interviewer. Et du coup, mon fils qui adore ce podcast, j'étais là, regarde, c'est moi cette semaine, il était trop content. C'est bateau de ouf ce que je vais dire, mais la vie est beaucoup trop courte pour se faire chier. Enfin, tu vois, il y a un moment, t'as envie d'un truc. Effectivement, on sent que t'es toujours en mouvement. Tu dis, tu suis un peu tes envies. Après, comment est-ce que tu choisis quand même là où mettre ton énergie ? Parce que j'imagine qu'il y a plein de choses qui t'intéressent, qu'il y a aussi une certaine balance à trouver entre les projets qui vont être intéressants financièrement et ce que tu as envie de faire personnellement et les sujets sur lesquels tu as envie de prendre la parole. Comment tu navigues un peu là-dedans, au-delà de ton instinct ? Le truc, c'est que moi, je parle de mes envies, mais la vie est aussi faite d'un milliard de tâches, on le sait tous et toutes, de la to-do list de l'enfer, où tu dois... Oui, bien sûr, tu as un projet créatif et un podcast et une histoire à pondre, mais tu as aussi le colis Vinted à déposer chez Carrefour, le frigo à remplir, les devoirs à faire de l'enfant, la vaisselle, le truc, le machin. Ouais. La to-do list, moi, je sais que ce qui me permet de me faire de l'espace dans ma tête et de garder de l'énergie, c'est d'être organisée. Donc, j'ai une to-do list numérique que je fais tous les jours, une semaine en avance quasiment, où je note un peu tous les trucs que j'ai envie de faire. Mais au milieu des trucs que j'ai envie de faire, je mets les trucs relous du genre mettre à jour mon statut URSSAF. Enfin, tu vois, des trucs qui cassent les couilles. Parce que sinon, je vais jamais le faire. Donc, en fait, je les intègre au milieu de... Tu sais, comme des sandwichs, j'intègre les trucs au milieu des trucs, voilà. Parce que je sais que si je l'ai mis, je vais le faire. Et du coup, j'essaye de faire un mix entre les choses qui sont reloues et les choses qui sont agréables. Et je sais à peu près mesurer dans la journée. Si je dois faire ma compta, je sais que je ne vais pas faire des trucs créatifs dans l'après-midi. C'est impossible. Une fois que j'ai fait ma compta et que j'ai géré un truc URSSAF, tu peux être sûr que je ne sers plus à rien. Tu ne pourras plus rien tirer de moi. Et si je le fais, donc je vais, je sais pas, dormir, regarder un film, aller me promener, faire autre chose. Par contre, quand je dois par exemple rendre un projet de bande dessinée et dessiner des trucs au propre, je sais que je peux bosser 10 heures d'affilée, il n'y a aucun problème. Parce que j'écoute un podcast, ça ne me demande pas beaucoup d'énergie. Et là, t'es dans quelle phase un peu ? T'es dans une phase plutôt créative, plutôt introspective, en jachère ? Très créative. J'ai terminé ma BD Le Prix à payer avec Lucille Quillet il y a en juillet l'an dernier. Donc ça fait... juillet 2024. On est en avril 2025 maintenant. Et je m'étais juré que je ferais pas de BD de sitôt parce que ça prend trop de temps. Et en fait, je suis déjà sur un autre projet de BD. Là, en ce moment, je savoure le fait de bosser sur des commandes plus commerciales, donc qui permettent de faire rentrer des sous, qui sont néanmoins créatives, etc. Mais qui me permettent, un peu comme un hamster qui met de la nourriture dans ses joues, je mets de l'argent de côté pour pouvoir me lancer dans un projet au long terme qui est une nouvelle bande dessinée. Sur lequel je voudrais commencer à travailler d'ici 1 à 2 mois. J'ai déjà évidemment pondu 30 pages d'idées et j'ai déjà une maison d'édition qui est intéressée et je voudrais m'y mettre quand les conditions s'y prêtent. Mais en tout cas, toutes les idées sont là. Je me repose encore un peu pendant 2 mois à bosser sur différents projets avant de m'attaquer à fond et de partir dans un tunnel. Mais je sais qu'un tunnel, ça peut être à la fois très chouette et à la fois un peu compliqué socialement parce que quand tu es dans un tunnel créatif... T'es dans ton monde et dès qu'il y a quelqu'un qui vient parasiter avec un nouveau projet, une idée ou que t'as quoi que ce soit qui vient parasiter ton tunnel, je suis pas la personne la plus agréable du monde. Ok. Donc voilà, je préserve ma santé mentale pour l'instant et je partirai dans ce tunnel d'ici 2 mois, je dirais. J'ai envie de faire cette prochaine BD de façon sereine et apaisée, ce que j'ai pas fait l'an dernier parce qu'en fait je m'étais pas préparée financièrement et du coup c'était un énorme stress parce que tu peux pas vivre qu'avec les revenus d'un livre. Donc il fallait que je jongle entre le projet plus des commandes commerciales et du coup ça venait parasiter le créatif. Enfin, c'était très compliqué et j'étais très très tendue et tout le monde en pâtit en général, mon entourage proche et professionnel quand je suis comme ça. Et donc là j'ai envie de faire les choses bien, n'est-ce pas, apprendre de nos erreurs. Bien sûr. Voilà. Éviter que ça se reproduise. Et donc voilà. Donc là je suis dans une phase créative, mais une phase surtout où je chill un peu, tu vois, je bosse quelques heures, puis à un moment, je me dis, là, j'ai arrêté, et puis en fait, parfois, il est 14h, et je suis là, c'est pas grave, en fait, tu vois, et je vais bouquiner, je vais regarder un film, je vais faire la sieste, ou je sais pas quoi, et ça, c'est un tel luxe que j'avoue, je savoure, là, pour l'instant, cette phase un peu de calme, voilà. Mais on n'est pas à l'abri... Voilà, moi, le truc, c'est que j'ai du mal à dire non, pas parce que j'ai pas envie de dire non, mais quand il y a plusieurs projets qui m'excitent. Ça a été le cas notamment quand j'ai bossé avec Karl Lagerfeld cette année-là. Tout le monde voulait bosser avec moi et t'as envie de dire oui à tout. T'étais une chômeuse qui vit dans une chambre de bonne, tout d'un coup tout le monde veut bosser avec toi. La Corée, le Japon, le truc, des vitrines, des montres, des bijoux, des vêtements. Je dis oui à tout, mais dans quel état de nerf j'étais, t'as même pas idée. Enfin, je dormais 5 heures par nuit, je fumais un paquet de clopes par jour. Enfin,
Et c'est excitant, mais en fait, il y a des fois où j'ai envie de dire oui à tout, mais en fait, tu finis à moitié en burn-out, donc ça sert pas à grand-chose, tu vois. Tu me disais que t'avais fait une retraite d'écriture. Trop Tu peux bien. me raconter un peu ça, comment ça s'est passé, pourquoi t'as fait ça? Alors, c'est une retraite d'écriture qui s'appelle Bonne Vie. Et donc, tu as une douzaine de personnes qui viennent. Tu es dans une énorme maison de campagne, chacun a sa chambre. Tu partages les temps de repas. Tu ne fais qu'un seul repas dans la semaine et tu as une chef qui cuisine végétarien toute la semaine. Donc, en gros, c'est des vacances avec des potes, mais des gens que tu découvres. Donc, c'est encore plus cool. La journée, il n'y a pas « qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» C'est juste chacun bosse dans son coin calmement, tu vois, sur ses projets d'écriture. Et on déjeune ensemble, on va se balader l'après-midi et ensuite, on retravaille. Donc, tu bosses, tu peux être hyper concentré. C'est un cadre génialissime. Et je me suis dit, allez, offre-toi ça cette année. Et je voulais bosser sur mon nouveau projet de BD, donc je me suis dit, je vais aller pondre le pitch de la BD là-bas. Et j'y suis allée 5 jours. Et je le recommande à tout le monde. Et en fait, c'est fou maintenant le nombre de gens qui l'ont fait, ces trucs-là. En plus, c'est financièrement assez accessible. Tellement plein de bonnes vibes. Tu vois, je suis repartie de là en me disant, qu'est-ce que je peux ramener de cette expérience? Alors déjà, j'ai ramené des amis. Et il y a une fille qui s'appelle Céleste qui s'occupe des repas, qui est une fille géniale. Et elle faisait du yoga sur une application. Qui s'appelle, je sais plus comment, bref, Down Dog, ça s'appelle. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, je vais reprendre le yoga. Et en fait, tous les matins, depuis un mois, là, parce que j'étais il y a un mois, je fais 10 minutes de yoga tous les matins en me réveillant. Et mon fils, ça le fait marrer. Du coup, je lui ai acheté un petit tapis version Minus. Et on fait du yoga tous les matins. Et je suis repartie avec plein de choses, dont ça. Et c'était hyper inspirant. Si tout le monde pouvait écrire dans ces conditions, ça serait génial. Ouais, ce cadre-là, le fait d'avoir une semaine, enfin d'avoir un temps donné et d'avoir un objectif précis, ça en tout cas, ça a été efficace pour toi. Ouf. Bah, en 3 jours, j'avais pondu mon projet. Ok. Et c'est un écrin, parce que si tu veux, t'as quelque part une maman qui s'occupe de toi, qui te fait les repas, mais c'est pas ta mère, donc en plus, il n'y a pas les conflits qu'il peut y avoir avec. Ouais. T'as des gens à côté de toi qui bossent, donc ça te pousse à bosser. T'as un cadre naturel. Franchement, j'ai adoré ça, c'était génial. C'est sûr que j'y retournerai, j'adore. Et c'est marrant parce que quand on t'écoute, tu vois, là, tu me racontes le yoga, les gens que tu rencontres, etc. Tu partages pas mal de choses sur Instagram. À ta communauté, c'est assez généreux, d'ailleurs. C'est un truc assez chouette Merci. chez toi. Ouais. On sent que tu mènes une vie créative. Tu vois. En J'essaye. tout cas, c'est ce que tu partages. Ouais. Et ça, comment tu vois déjà, qu'est-ce que c'est pour toi mener une vie créative ? Alors, si je parle de ça sur Instagram, au-delà du côté sans doute un peu narcissique de vouloir montrer ce que je fais, c'est parce que je veux vraiment encourager les gens à eux-mêmes mener une vie créative. Parce qu'on nous apprend tellement, tu sais, métro, boulot, dodo, un homme, une femme, des enfants, enfin... J'aime bien montrer que d'autres exemples existent. Je trouve que c'est tellement important d'avoir une vie créative et qu'en plus, c'est pas forcément... les gens pensent « Ah, mais pas tout le monde peut aller à la Villette et c'est un truc de Parisien et tout. » Mais non, n'importe qui, n'importe où. Tu prends des feuilles d'automne, tu mets du blanc avec de la peinture et tu mets du noir avec un marqueur, ça fait un bonhomme feuille. En fait... Oui, il y a des trucs chers et des trucs compliqués et des podcasts un peu snob et machin. Mais il y a aussi des moyens très accessibles. Vraiment, l'idée, c'est que tout le monde peut avoir une vie créative, quoi que ce soit. Même si ton boulot te fait chier, t'es pas obligé de... Moi, j'ai la chance d'avoir un métier créatif, mais tu peux avoir un boulot standard et par ailleurs décider que dans la façon dont tu vas manger, échanger avec ton enfant, comment tu vas occuper tes soirées, les films que tu vas regarder, les livres que tu vas lire, et ben que ça va nourrir ton cerveau autrement que la sélection Netflix, le best-seller dans le relais presse. Enfin, il existe plein d'autres choses et si je le partage autant, c'est parce que déjà, moi, j'adore partager ce qui m'a plu et parce que je sais que ça plante plein de petites graines régulièrement. On m'écrit sur Instagram pour me dire « ça m'a donné envie de lire ça, puis j'ai découvert ça, puis j'ai découvert ça ». Et en fait... vraiment, cette espèce d'outil de créativité qui, moi, m'a permis de rendre ma vie plus agréable, j'ai vraiment envie de le partager à un maximum de gens. Et ça va te faire rire, mais j'avais vu une médium, enfer sur terre. J'adore. Une médium au moment où j'étais séparée du père de mon fils et que j'étais là, je veux régler mes problèmes et tout. Et j'avais essayé plein de trucs, dont une médium qu'on m'avait recommandée. J'étais là, why not, on va essayer et tout. Et elle m'avait fait un massage karmique, ou je sais plus comment on appelle ça. Attends, je sais plus comment ça s'appelait. Bref. En gros, elle passe les mains au-dessus de ton corps et puis ensuite, elle te fait une lecture de ta vie, de ton passé, etc. Bref, why not? Et elle m'avait dit que dans une autre vie, j'étais céramiste en Mésopotamie. Moi, dans ma tête, j'étais là, ok, déjà, ça donne des idées de cartoon, tu vois. Tu te dis, ok, la meuf, elle fume du crack. Mais elle a dit un truc, alors elle savait pas parce que je lui ai dit mon vrai nom et mon nom d'artiste, c'est un nom d'emprunt. Ouais. Et en fait... donc elle savait pas, elle pouvait pas chercher sur Google qui je suis et tout. Bien sûr.
Et elle me dit, votre mission de vie, c'est de faire de l'art... attends, c'était quoi ? De l'art utile pour les autres. Ok. Et en fait, ça a touché quelque chose. Je me suis dit, putain, ça a fait sens pour moi. Parce que, autant j'ai pas toujours fait de l'art utile pour les autres, mais à partir du moment où juste ça fait rire, où ça plaît, ça apporte un peu de joie aux gens, pour moi, c'est de l'art utile. Et en fait, je crois que vraiment dans tout ce que je fais, même quand j'ai essayé de m'en détourner quand j'étais aux ressources humaines ou je sais pas quoi, en fait, vraiment, ce qui a du sens pour moi et ce qui m'anime, ça rejoint ta première question, c'est de faire de l'art utile pour les autres dans le sens que la façon dont je communique de façon créative apporte de la joie et du bonheur aux gens. Si on résume, tu vois. Je dirais que c'est ça qui a le plus de sens pour moi, quoi. Et qui est peut-être, d'ailleurs, ma mission de vie. Peut-être qu'elle n'avait pas complètement tort. Ouais. Surtout. Voilà. Voilà. C'est marrant, il y a plein de... Il faut être réceptif quand même à tous ces, à chaque fois, petits signes. Évidemment. J'écoute et en même temps, je me dis qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je jette, etc. J'essaye de pas être là, tout ce qu'elle a dit, c'est la vérité, tu vois. Mais du coup, là, j'ai choisi, je me suis dit, ouais, ça, je garde, tu vois. Ça, c'est un truc qui me plaît, ouais. Ouais. Et puis, il y a aussi cette idée de t'exprimer. Enfin, tu disais que Ouais. tu avais été victime d'harcèlement scolaire. Ouais. Ça t'a aidé, justement, cette créativité-là que tu avais déjà Grave. peut-être à ce moment-là? Ouais. Bien sûr, je me souviens que j'avais lancé un magazine toute seule. Je faisais des dessins de toutes les pages, des articles. Bon, je m'étais tapé un délire. Et mon père, qui bossait chez Hewlett-Packard à l'époque, je lui filais tout ça et il les photocopiait à son bureau. Et je sais plus qui m'a dit l'autre jour, tu parles, il devait se faire bien voir. Il fait ça mignon, tu vois. Mais... Ben oui. Et il me ramenait toutes les photocopies. Moi, j'agrafais ça et tout. Je sais même pas à qui je le filais, franchement. Mais je kiffais ça, quoi. Ouais, j'ai toujours eu un univers très... même, tu vois, des trucs aussi bêtes que je croyais pas en Dieu, alors que mes parents, oui. Et du coup, je m'étais dit, pourquoi je créerais pas mon Dieu ? Et du coup, j'avais créé une créature et j'avais dit à mon père, voilà, moi, mon Dieu, c'est elle. Et il m'avait dit, non, c'est les sectes qui font ça. Et moi, dans ma tête, j'étais là, putain, le buzzkill, tu sais, genre, mec. Mais tu vois, pour te dire à quel point... Il y a toujours eu ce truc de comment je peux faire différemment si la réalité me plaît pas, comment je peux la transformer, quoi. Et d'ailleurs, ça m'amène à penser aux pannes créatives, c'est-à-dire au moment où parfois, peut-être, j'imagine que ça t'est arrivé, tu t'es retrouvé en baisse de régime créatif. Je me remémore un peu un schéma que j'ai vu, que tu partages dans un de tes talks, où tu partages la courbe de ta créativité. On peut dire ça comme ça, je sais pas. Ouais, des moments, c'est un peu ça. Ou même dans la vie. Enfin, la vie, c'est pas toujours tout va bien, c'est merveilleux. Puis il y a des moments où tu chutes super bas et puis tu remontes. Enfin, c'est fluctuant, quoi. J'essaie de me le rappeler parce que dans les moments où je suis un peu down, je suis là, non, je supporte pas. Je veux aller toujours bien. Moi, je veux toujours avoir une énergie incroyable et tout. Du coup, j'ai toujours un peu le seum. Et en même temps, je me dis, mais c'est ces moments-là qui te font apprécier quand ça va bien, tu vois. J'ai eu 3 pannes créatives importantes en 12 ans. Et plus le temps avance, plus je les gère bien. La première fois, j'étais en panique parce que j'étais là, je dirais que c'était avant que je fasse un enfant, 1 an avant que je fasse un enfant, donc ça fait 7 ans. Et vraiment, mon style me saoulait, mes blagues me saoulaient, Instagram me saoulait, mon style de... Tout me saoulait, j'étais là, c'est de la merde. Je venais j'avais plein d'oseille à ce moment-là, de louer un bureau pour moi, donc j'avais investi une cuisine, et donc je l'avais décoré, et je me forçais à aller à ce bureau tous les matins, et je m'asseyais à ma table, et j'étais là, j'ai pas envie, puis je me disais, putain, mais t'es con ou quoi ? Tu viens de louer ce truc, ça te coûte un bras, tu viens de décorer, de claquer 2000 balles dans ta cuisine, enfin, Et j'étais là, j'ai pas envie, j'avais qu'une envie, c'était rendre l'appart et faire autre chose, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, finalement. Bon, tu vois, ça m'a fait un gros trou dans mes finances, mais j'étais un peu désarçonnée, quoi. Et ma psy de l'époque m'avait dit... écoutez vos envies, ces fameux trucs, écoutez vos envies. Je me sentais indécente d'écouter mes envies et je me sentais trop privilégiée, quoi. Et en fait, à ce moment-là, en plus, moi qui suis tout le temps animée d'un milliard de trucs, j'avais envie de rien. Franchement, j'avais envie de rien. Tout me saoulait. Et le seul truc dans ce nuage gris qui me donnait envie, c'est que j'étais là, putain, les gyozas, c'est stylé, j'aime bien ça, j'aimerais bien savoir faire des gyozas. Et en fait, ça a été le point de départ. J'ai pris un cours de cuisine collectif pour apprendre à faire des gyozas. Et j'ai fait des gyozas et en plus, je me suis bien démerdée. Et à partir de là, j'étais là, j'aimerais bien faire des collages. Et du coup, j'étais dans un magasin, dans le 1er arrondissement de magazines japonais. Et j'ai découpé des magazines. Et voilà. Et en fait, à partir de là, et après, mon enfant est né. Et puis là, ça m'a vachement inspirée aussi d'avoir un enfant. Et en fait,
j'ai tiré le fil, quoi. Et en fait, c'est un peu ma méthode. D'ailleurs, je l'enseigne à mes élèves en école d'art. Tirer le fil de l'envie. Et je trouve que même quand ça va bien, je le fais. En fait, et quand je dis ça à mes élèves, ils sont un peu paniqués parce qu'il y en a qui sont en difficulté financière. Ils disent, oui, mais ça, c'est que les privilégiés qui peuvent dire ça et tout. Oui, mais non. C'est-à-dire que je pense que ça ne veut pas dire que tu auras un métier forcément où tu gagnes ta vie en étant créatif. Mais je pense que c'est vraiment un mode de vie à avoir. Parce que si tu n'es que dans un truc d'obligation, de je dois, de je fais, etc., c'est là qu'on peut tomber facilement dans des déprimes. Quand tu tires le fil de tes envies, en fait, je donne cet exemple. Elizabeth Gilbert, elle a écrit un livre qui s'appelle, que tout le monde connaît, Mange, prie, aime, qui a été un carton. Elle a vendu des millions d'exemplaires. Ouais. Et au bout de 2 ans de tournée mondiale, elle était tellement pétée d'oseille qu'elle a pu s'acheter une maison dans les Hamptons. Enfin, tu vois, tout va bien pour elle. Tout le monde était là, bah dis donc, sacrée pression pour le prochain livre, espérons que ça marche aussi bien. Et elle, en fait, sa technique, alors qu'elle avait dû quand même, jusque-là, elle avait fait 7 bouquins qui n'avaient pas trop marché, elle cumulait 3 jobs alimentaires et tout. Elle a dit, mais en fait, je laisse reposer. Et elle dit, c'est un livre génial que je vous conseille qui s'appelle Big Magic. Et en français, c'est comme par magie. Ouais. Et qu'avait recommandé Mona Chollet. Donc, quand même. Et le livre, bon, est écrit à l'américaine, donc un peu gonflant, mais avec plein de bonnes idées. Et elle dit qu'en fait, à ce moment-là, du coup, elle a tout laissé reposer. Je crois qu'elle a quand même une discipline où elle écrit tous les jours, même si c'est pour écrire de la merde, elle écrit 5 pages tous les jours, comme tu t'entraînerais à faire du sport, quoi. Et en fait, elle a commencé à entretenir son jardin, parce qu'elle avait un jardin, tout d'un coup. Et elle s'intéressait, elle a commencé à se passionner pour les fleurs, les plantes, les trucs et machin. Et elle a tiré le fil de ce truc-là, et elle a commencé à se renseigner, à lire des livres, puis du coup, c'est à voyager autour du monde pour découvrir des arboristeries, des serres tropicales, des choses comme ça. Et en fait, son livre d'après, c'était un livre sur des botanistes au 19e siècle. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire ? C'est parti d'un truc de je fais ça pour me faire du bien, et je sais que le seul truc dont j'ai besoin pour me faire du bien là tout de suite, c'est et peut-être que sur le coup, tu vois pas l'utilité, entre guillemets, si tant est qu'il y ait quelque chose d'utile, mais ça a nourri. Déjà, ça l'a rendue heureuse, et puis ça a nourri son travail créatif. Et en fait, parfois, il faut faire quelque chose qui n'a rien à voir. Et toi, par exemple, quand tu dessines, est-ce que j'écoutais une interview d'une artiste québécoise qui s'appelle Kat Laporte, Okay. et elle disait que quand elle dessinait pas toujours, parce que parfois quand elle dessinait, ça bougeait trop de trucs chez elle, et que ça pouvait la mettre dans un mood pas dingue, en tout cas, ou à l'inverse, dans une bonne vibe. Hein. Est-ce que toi, ça provoque, tu vois, des émotions chez toi particulières, le fait de dessiner ou de te mettre dans un projet qui te tient à cœur ? Alors moi, je sais que ça choque tout le monde, mais dessiner, ça m'intéresse pas trop. Ouais, La meuf est dessinatrice. Dessiner, ça m'intéresse pas trop. C'est d'ailleurs souvent la dernière étape de mon travail, et ça me casse un peu les pieds, pour parler poliment, parce que tout d'un coup, je dois exécuter plein de dessins, et c'est le moment où mon cerveau réfléchit plus, où je suis plus animée, je dois juste être dans l'exécution de quelque chose, et ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout d'un coup d'avoir très envie de dire quelque chose, comment je peux le dire, sous quelle forme je peux le représenter, les idées. Comment faire rire, comment je vais le placer, à quoi j'ai envie que ça ressemble, qui je vais trouver pour faire ce partenariat. Par exemple, dans le cas d'un livre, ensuite, quand il sort, l'objet, je suis tellement contente, le voir en librairie, communiquer dessus, faire la promotion, j'adore. Mais la partie où je suis punie chez moi pendant 5 mois à dessiner au propre un truc, et où je vois moins de monde parce que je suis dans un tunnel et j'ai moins de place pour d'autres projets, ça, j'aime pas, honnêtement. C'est quoi d'ailleurs les grandes étapes un peu quand tu te lances dans un projet, par quoi tu commences, et ensuite comment tu déroules ? Ça dépend quel projet. Quand c'est un bouquin, en gros, il y a l'enthousiasme, le feu du... Tu fais pas un bouquin, vu que ça prend énormément de temps et que c'est pas ultra bien payé, à moins que tu sois des gens qui vendent des centaines de milliers de livres, tu peux pas faire un truc sur lequel tu es un peu bancal. Tu fais forcément un projet qui est une évidence pour toi. Donc déjà, cette partie-là, quand tu sais que tu as un projet qui est une évidence, c'est génial. Et puis en parler, quand tu es enthousiasmé par un truc et que tu trouves quelqu'un qui est enthousiasmé au point de vouloir t'éditer, ça, c'est génial. Ensuite, il y a la partie écriture. Moi, j'aime bien tout ce qui est écrire, j'adore. Écrire sur ordinateur, écrire les idées, les replacer, les retrier, jusqu'à ce que ça ressemble, etc. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, la partie... Tu as 180 pages à pondre, tu crées ta maquette et tu commences à dessiner la première page. Ça, j'ai envie de me flinguer parce que tu es là, il reste juste 180 pages à faire, mais tu n'as pas la vision. Et au bout de 3 semaines, tu as peut-être fait 8-9 pages et tu es là, ça paraît vraiment la montagne, quoi. Ce que j'aime, c'est quand ça approche près de la fin, parce que là, tu commences à voir le truc prendre forme, tu es là, je suis trop contente, ça a la gueule que j'espérais que ça aurait.
Et quand le projet n'est plus dans tes mains et que tu l'envoies à l'éditeur, la libération, t'as lâché ton truc, c'est fini. Mais c'est coûteux, mais comme toutes les choses importantes, ça prend du temps et de l'énergie et c'est nécessaire par moment. Mais quand je suis dans le noyau dur du truc, j'avoue, je kiffe pas de ouf. Moi, ce que j'aime, c'est donner vie à mes envies. Oh, c'est pas le slogan de Auchan, je crois. C'est le slogan de Auchan, je crois. Donner vie à ses envies. Il est pas mal. Il est pas mal. Mais moi, ce que j'aime, c'est me dire, putain, il y a ça. J'ai trop envie de lui donner forme et lui donner forme. Tu vois, là, je vais sortir une collab de gants de cuisson en forme d'animaux. J'avais une idée très précise de ce que je voulais. Avec le mec, on l'a fait. Et ça va exister. En fait, c'est un délire. Tu vois, je me dis, j'ai envie de faire une peluche. Je fais une peluche. Ah, j'ai envie de bosser avec Vans. Je bosse avec Vans. Mes dessins sont sur des Vans. Tu vois, en fait, j'adore ce truc de... Tout est possible, tu vois. Genre, j'ai envie de faire un truc. J'imagine à quoi ça pourrait ressembler. Par exemple, à un moment, je voulais bosser avec Molitor, la piscine à Paris, que je trouve trop stylée. Et mon idée, c'était, ce lieu est cool. Je veux faire un truc là-bas. Et eux, c'était, on n'a pas de budget, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Faudrait que je fasse une collab avec une marque de bouée. Du coup, je contacte 3 marques de bouée. Et il y en a une qui a dit oui. Et j'ai fait une collab avec des marques de bouée. Bon, finalement, on n'a même pas fait un truc à Molitor, mais j'adore ça. J'adore avoir des idées, j'adore avoir des envies et j'adore qu'elles se réalisent. Vraiment. Et du coup, en plus, vu que la plupart de mes idées se réalisent, ça donne, t'es là, genre, enfin, tu vois, c'est hyper excitant parce que du coup, le moindre truc dès que j'ai une nouvelle idée, je me dis, est-ce que je vais y arriver ? Tu vois, c'est super excitant. Et en général, quand j'ai très, très envie d'un truc et que je le visualise très bien, en général, j'arrive à le make it happen. Je m'en fous, tu vois. La collection avec Karl Lagerfeld, j'ai dessiné j'ai fait 70 pages de dessin, ils ont pris plein d'idées, mais c'est eux qui ont produit les vêtements. Par contre, un livre, ça c'est compliqué parce que c'est long de faire un livre et moi j'aime bien que les choses aillent vite et que ça prenne forme vite et quand tu fais un livre il faut que je m'arme de patience et ce n'est vraiment pas, et tous les gens de mon entourage pourront te le confirmer, ma qualité première. On l'avait un peu senti. Même mon fils, parfois quand il a patience, je t'ai repéré. Je suis là genre attends un peu et tout, et je suis là, qui es-tu pour dire ça, genre balaye devant ta porte quoi, parce que ouais, je suis très très impatiente. Il y a des gens il y a des gens, tu vas sur leur ordinateur et il y a écrit genre 3200 mails non lus. Moi dès qu'il y a un mail arrive, s'il sert à rien, je le supprime, si je le lis et je le traite, je peux pas, sinon c'est de la charge mentale, tu vois. Donc enfin, moi je vois pas parce que je suis pas du tout comme ça, mais mon mec est exactement comme ça, ouais, et franchement ça et me pourtant fascine. t'es arrivé hyper à l'heure. Ouais, c'est ça. Par contre, je suis très ponctuelle. Ouais. Mais je procrastine un peu quand même, c'est vrai. Je suis pas... j'ai du mal à faire les choses tout de suite. Ah, mais moi, justement, quand je bosse avec des gens qui procrastinent, ils prennent tellement cher, les pauvres, parce que moi, je suis là, il faut faire vite, parce qu'en fait, j'ai tellement peur que le truc nous échappe, que ça se fasse pas assez vite, pas assez bien. Je devrais être chef de projet, honnêtement. Mais en même temps, t'es un peu chef de projet, c'est-à-dire que... non, mais ce que tu fais, c'est aussi quand même développer sa petite entreprise, quoi, personnelle. Ça, ouais. Mais ce que tu fais très bien, d'ailleurs. Quand t'es freelance, tu fais tout ça à la fois. C'est moi qui gère mes réseaux sociaux, c'est moi qui gère ma compta. Ouais, dans le travail, je suis fun et je suis cool, mais je peux être je suis hyper intransigeante. Je suis très, très... faut pas taper sur la table quand on fait un podcast. Mais ouais, je suis très exigeante et j'ai besoin que les choses soient faites en temps, en heure. Ouais. Il y a des trucs que tu as fait, par exemple, pour le coup, où tu aurais dû t'arrêter et c'était pas parce que ça te correspondait pas, parce que t'étais pas, t'as pas été satisfaite du résultat final. Ça m'est déjà arrivé de bosser avec pas mal de marques chinoises qui m'ont demandé de faire des trucs vraiment un peu pourris, de réutilisation de vieux dessins et tout. Mais comme c'était bien payé et que je savais que personne n'allait les voir, tu dis oui. Tu dis oui, tu prends l'oseille pour... À tous nos auditeurs chinois. Non, ils ne doivent pas être très nombreux. Non, mais, exactement, je te confirme. Voilà. Et puis en vrai, d'ailleurs, en plus, personne n'a jamais vu ces projets-là, tu vois. Donc, ouais, non, mais c'est bien aussi. Ça, j'ai dit 3-4, mais je pense qu'il y en a plus une dizaine. C'est plutôt un bon coup, ça, franchement. Non, mais faut prendre... je le dis à tous, et pour tout, faut prendre l'oseille où aller. Faut prendre l'oseille partout. Non, mais voilà, ça, c'est quand même une l'oseille, l'indépendance financière pour se faire kiffer. Franchement, c'est tellement... mon dernier livre, il est là-dessus. L'argent, l'importance de... Moi, je le vois en tant que freelance. J'ai eu des moments un peu financièrement plus difficiles qui m'ont permis de réaliser à quel point l'argent permet plein de choses. Et pas d'aller à Dubaï ou de s'acheter un sac Gucci, tu vois. Mais juste de pouvoir mener la vie que je mène. Tu vois ce que je veux dire ? Faire ce que je veux quand je veux, pas avoir de patron, prendre mes vacances quand j'ai envie de prendre, faire une sieste après-midi au lieu de bosser si je sens que c'est pas le moment. C'est un luxe incroyable. Alors parfois, il faut savoir faire des projets qui te plaisent un petit peu moins parce que ça fait rentrer des gros sous et qui te permettront, eux, de faire les projets qui te plaisent, quoi. Et quel conseil tu donnerais tu vois, à des gens qui ont justement envie de mener une vie plus créative, de faire des choses, alors pour gagner leur vie ou pas, hein, d'ailleurs, parce que c'est pas forcément toujours l'ambition. Là, comme ça, avec le recul que tu peux avoir sur ta carrière. Je dirais de façon accessible à tous et à toutes, je dirais que les gens
font pas assez de listes et n'écrivent pas assez. Je pense qu'il faut régulièrement se faire des listes de soi à soi, visibles de personnes qui sont... qu'est-ce que j'ai envie de faire, 10 trucs que j'aimerais faire avant de mourir, 10 trucs que j'aimerais faire avant la fin de l'année, 10 trucs que je rêve de faire mais que j'ose pas faire, 10 trucs que si je meurs demain je vais avoir regretté de pas l'avoir fait, etc. Et en fait, alors ça peut être 10 ou 5 ou 20, whatever, parce que ça en fait c'est hyper éclairant. Et puis c'est 10 films que j'aimerais bien avoir vus, tu vois, et en fait tu te fais des listes comme ça. Moi j'ai par exemple tout le temps une liste de choses à découvrir, des livres dont on me parle, des films à voir, et régulièrement quand je sais pas trop quoi regarder, je pioche dans cette liste un film, un truc, un documentaire, un livre. Ça va être essayer, mais par contre il faut s'y coller, c'est-à-dire que tu fais la liste et ensuite il faut se dire ok, bah, c'est bien beau d'avoir fait cette liste, mais dans cette liste il y a un truc que je m'engage à faire dans les jours qui viennent. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi aussi qui t'aident dans tout ça ou qui contribuent à la réussite de tes projets ? J'aime bien de façon ponctuelle travailler avec des gens, mais j'avoue que vu que c'est quand même pas mal mon univers, mon truc, à moins que ce soit une commande où il faut répondre aux clients et tout, moi j'aime un peu quand même faire ce que je veux dans mon coin. Pour mon travail, en tout cas. Par contre, j'aime bien ensuite plonger dans ma vie sociale. Moi, on dirait pas comme ça, mais moi, je suis introvertie. J'ai besoin de temps seul pour recharger mes batteries. Et tout mon travail, tout mon truc créatif, j'ai besoin de le faire dans mon petit coin. Et ensuite, je vais dans le monde avec tous mes potes, ma famille. Je vois plein de gens, etc. Et je reviens et je m'isole et je fais mon petit truc dans ma chambre et je repars. Mais il n'y a pas du bruit et du monde dans mon travail. Ouais, j'ai pas un côté équipe créative, tu vois, comme un musicien ou une musicienne peut dire, bah, en fait, on est 15. Il n'y a que moi sur scène, mais on est 15, en fait, derrière à monter tout ça. Moi, je suis vraiment toute seule. Et d'ailleurs, quand il y a quelqu'un qui vient dire, on ferait pas plutôt comme ça, je suis là, genre, casse-toi. Mais... tu es libre. J'ai besoin d'être libre, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. De toute façon, moi, globalement, dans la vie, j'ai besoin qu'on me laisse un peu tranquille. Mais voilà. J'ai envie de finir là-dessus, en même temps, je sais pas. J'aime bien. Non, mais sur cette idée de liberté. J'aime bien. C'est beau quand même. Ouais, je crois que j'aime bien j'aime bien faire ce que je veux. Non, mais c'est horrible, hein, c'est vraiment comme mon Dieu, en fait, je suis une petite fille capricieuse de 5 ans, quoi. Mais j'ai envie de faire ce que je veux quand je veux, quoi. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, ma vie, c'est un peu ça maintenant. Mon Dieu. Mais j'adore. Voilà, on peut terminer là-dessus. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Merci à Tiffany d'avoir joué le jeu de l'interview. Vous pouvez la suivre sur ses réseaux sociaux et son livre Le prix à payer, coécrit avec Lucille Quillet, est toujours disponible. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner au flux et à en parler autour de vous. Un grand merci et à très bientôt.